Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette conférence, je vais vous parler de... D'abord, je vais me présenter. Je suis Dominique Boutigny. Je suis chercheur au CNRS, au laboratoire d'Annecy de physique des particules. Et je travaille sur un projet de cosmologie, un projet d'astrophysique qui s'appelle le Rubin Observatory. Et donc, je vous parlerai un tout petit peu dans la fin de la conférence. Donc aujourd'hui, ma conférence va porter sur la cosmologie, c'est-à-dire sur l'étude de l'univers et en particulier de son évolution. Donc je pense que aussi loin qu'on remonte dans le passé, à partir du moment où les hommes ont eu l'occasion de lever la tête vers le ciel, ils ont dû observer des choses comme ça. Ça, c'est le type de ciel que vous verriez si vous étiez dans un endroit à l'abri de la pollution lumineuse et que vous regardez les étoiles, vous allez voir plein d'étoiles. Et puis également, vous allez voir ici, c'est la région du centre galactique, c'est le centre de notre galaxie. Alors évidemment, les hommes préhistoriques probablement ne savaient pas que c'était une galaxie, mais certainement ils se sont posé des questions là-dessus et qui se sont demandé quelle était leur place dans cet univers qu'ils observaient. Alors les théories sur l'univers, elles ont commencé il y a très longtemps. Aristote en particulier a commencé à faire un premier modèle dans lequel il y avait des sphères qui étaient imbriquées les unes dans les autres et qui représentaient la Terre et le mouvement des différents astres dans un modèle qui était extrêmement simpliste. Et puis tout ça a évolué au cours du temps pour arriver à des choses de plus en plus sophistiquées. C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et en fait, vous allez voir que cette histoire scientifique, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui s'est produit par petites touches, et c'est seulement en assemblant toutes ces petites touches qu'on arrive à avoir une vision globale. Donc, si vous voulez, je pourrais dire que la cosmologie, d'une certaine manière, c'est un peu comme un tableau impressionniste. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de petites touches de couleurs, et puis c'est quand on prend du recul et qu'on voit tout son ensemble qu'on arrive à comprendre quels sont les mécanismes. Donc là, je vais commencer par la fin, en fait, par une image qui montre à quoi ça ressemble en fait l'univers pour les astrophysiciens actuellement. Donc vous voyez, on a quelque chose qui est complètement différent par rapport au ciel étoilé de tout à l'heure. On regarde ici l'univers à très grande échelle. Chacun des points qui sont ici représente des galaxies qui sont organisées le long de filaments. Et à la rencontre de ces filaments, on a des amas de galaxies qui sont les plus grandes structures gravitationnellement liées de l'univers. Alors ça, c'est évidemment quand on regarde non pas à l'échelle de notre propre univers proche, de notre propre galaxie, mais à une échelle très grande à l'intérieur de l'univers, avec des centaines de millions, voire des milliards d'années-lumière. Alors plus précisément, il y a des théoriciens dont le travail consiste à simuler des univers. Et je vais vous montrer dans le petit film suivant, vous allez voir, en fait c'est la même chose que la planche précédente, mais là cette fois-ci c'est animé. C'est une simulation où les physiciens qui ont simulé ça ont mis tout un ensemble de particules, de matière et essentiellement même de matière noire. Je vous reviendrai sur cette notion-là plus tard. Et puis, ont mis toutes les connaissances qu'on a actuellement dans le domaine de la physique pour les laisser évoluer et donc les faire évoluer pendant les presque 14 milliards d'années de durée de vie de l'univers. Et on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Donc notre vision de l'univers, c'est plutôt une espèce de toile d'araignée gigantesque avec des grands filaments de matière, le long desquels les galaxies vont se former, et tout cet univers-là, il est dynamique et en interaction permanente. Alors maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à ce modèle moderne de l'univers ? Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé en gros durant les 100 dernières années. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin d'introduire deux notions.
qui sont des notions vraiment clés pour la suite, pour comprendre l'univers. La première chose, c'est que pour comprendre l'univers, on a besoin de mesurer des distances. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, parce que, bon, par exemple, si vous levez la tête et vous regardez les étoiles qui sont devant vous, vous ne pouvez pas savoir à quelle distance sont les étoiles. Vous ne pouvez pas savoir si cette étoile-là, elle est plus proche de nous que celle qui est juste à côté. On peut voir éventuellement qu'il y en a une qui va être plus brillante que l'autre, mais est-ce qu'elle est plus brillante parce qu'elle est plus proche, ou bien est-ce qu'elle est plus brillante parce qu'elle est intrinsèquement plus brillante? Donc on a besoin de mesurer ces distances. Donc pour mesurer ces distances, on a besoin de corps célestes dont on connaît la luminosité intrinsèque, c'est-à-dire la luminosité qu'on pourrait mesurer si on était tout proche de l'astre. Et quand on a ça, on va pouvoir comparer avec la luminosité que l'on reçoit sur Terre de l'astre, et en comparant les deux par des relations de physique basiques, on arrive à en déduire la distance. Donc par exemple, vous imaginez que je vais au bout de l'estrade, j'allume une bougie. Cette bougie, on sait qu'elle a à peu près une luminosité connue, disons, qu'elle ne varie d'une bougie à une autre, ça va varier un petit peu, mais pas beaucoup. Donc je connais la luminosité de la bougie à l'endroit où je l'allume. Ensuite, je vais me reculer, et puis je vais mesurer la quantité de lumière qui m'arrive à une certaine distance. Bien, en comparant la luminosité de la bougie telle que je la connais à l'endroit où je l'ai allumée et la luminosité de la bougie telle que je la mesure, je vais être capable d'en mesurer une distance. C'est comme ça qu'on a introduit en astrophysique la notion de chandelle standard. On a besoin d'astres qui permettent de mesurer ça. Alors une autre notion aussi, c'est la vitesse de la lumière est finie. Ça, c'est une des bases de la physique moderne. Donc, si la vitesse de la lumière est finie, ça veut dire que quand on va regarder loin dans l'espace, quand on va regarder des astres qui sont lointains, on va regarder également loin dans le passé. Donc là, vous voyez, il y a déjà deux notions qui sont importantes. On va regarder loin, donc on va regarder l'univers tel qu'il était dans le passé. Et d'autre part, si on est capable d'avoir des astres qui nous servent de bougies, de chandelles standards, on va être capable de mesurer des distances. Donc ça, c'est deux notions qui sont très importantes. Une autre notion qui est importante et qui est liée à des découvertes. Alors ça, c'est relativement ancien, c'est Newton qui a commencé à parler de spectre de la lumière. Alors le spectre de la lumière, qu'est-ce que c'est? Tout le monde en a vu, des spectres de la lumière. Vous regardez un jour où il pleut et où il y a du soleil derrière vous, et puis vous allez voir un arc-en-ciel, ça c'est un spectre. Ce sont les gouttelettes d'eau qui vont décomposer la lumière. Alors on peut faire des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées que des gouttelettes d'eau ou qu'un simple prisme. Par exemple, ici vous avez une image qui représente le spectrographe MUSE qui est installé sur le Very Large Telescope, qui est un des très grands télescopes européens. Et ces instruments-là sont absolument gigantesques. Et donc ces instruments, ils vont nous permettre de capter la lumière des étoiles, puis de la décomposer dans ses différentes composantes. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fascinant finalement quand on y pense, parce que les caractéristiques de ces spectres, de cette décomposition de la lumière des étoiles, vont nous donner des informations sur la composition chimique des astres. Donc, en regardant une certaine étoile, on va la regarder, on va voir un espèce d'arc-en-ciel ici, la lumière qui est décomposée, et puis il va y avoir un certain nombre de raies. Ici, vous voyez ces raies foncées qui vont être caractéristiques des éléments chimiques qui composent l'étoile. Donc, en observant ces raies, leur disposition, eh bien, on va être capable de quoi est faite l'étoile et on va être capable de distinguer, par exemple ici, entre différents types d'étoiles, entre des étoiles qui vont être très chaudes et des étoiles qui sont beaucoup plus froides et qui n'ont pas du tout la même composition. Alors, une anecdote intéressante, c'est que l'élément hélium
qui était quelque chose d'assez courant, qui est très abondant dans l'univers d'une part, et puis qui est assez courant, on s'en sert même pour gonfler les ballons d'anniversaire. L'élément hélium, il était inconnu pendant très longtemps, et il a été découvert parce que quelqu'un a observé une raie particulière qui se trouve ici, les raies qui sont ici et ici, qui correspondent à cet élément-là. Il a été découvert en analysant le spectre du Soleil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle hélium, puisque c'est relié à Hélios, le Soleil. Donc j'en viens maintenant au cœur du sujet. Donc on est dans les années, début du XXe siècle. On observe l'univers, enfin on observe le ciel, on a des instruments, des télescopes qui sont relativement puissants, et bon, on sait qu'on vit à l'intérieur de notre galaxie, et on observe par endroits des taches floues dans les télescopes, des choses un peu floues, qu'on va appeler des nébuleuses, et là les astronomes à cette époque-là s'interrogent, ces nébuleuses, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ces nébuleuses font partie de notre Voie lactée, de notre galaxie, ou est-ce que ce sont des objets qui sont beaucoup plus éloignés? Et les gens ne sont pas d'accord, mais enfin l'idée c'est plutôt que tout ça c'est quand même relativement proche. Là ici par exemple vous avez la galaxie d'Andromède avec son petit satellite, et on se dit bah oui, bah voilà, c'est une nébuleuse, et probablement elle est pas très loin. Alors là, il se passe plusieurs choses. Et là, c'est important de bien comprendre la démarche. C'est-à-dire que ces avancées-là, ce n'est pas une personne qui va la faire à un moment donné. C'est vraiment un travail commun, c'est vraiment les petites touches de peinture telles que je vous les décrivais tout à l'heure. Alors d'un côté, il y a cette dame. Vous allez voir qu'en cosmologie, il y a pas mal de dames qui ont contribué. Henrietta Swan-Leavitt, qui entre 1910 et 1920 va étudier un certain type d'étoiles variables. Alors, des étoiles variables, c'est des étoiles dont la luminosité varie au cours du temps. Et elle se rend compte qu'il y a un certain type d'étoiles variables, qu'on appelle des céphéides, dont la période de variabilité, c'est-à-dire la durée entre un maximum de luminosité de l'étoile et un autre maximum de luminosité de l'étoile, donc cette durée de variabilité, cette période est liée à la luminosité de l'étoile. Donc là, si vous vous rappelez ce que j'ai raconté tout à l'heure à propos de mes chandelles standards, on tient un truc qui est génial, c'est-à-dire qu'on va regarder une étoile, on va mesurer sa période de variabilité, et à partir de là, on va en déduire sa luminosité absolue, sa luminosité intrinsèque. Alors, pareil, nous, on est sur Terre, on connaît sa luminosité intrinsèque, on regarde la quantité de lumière qui nous parvient de la part de ces céphéides, et on en déduit la distance. Donc, Henrietta Swan-Leavitt va faire ça entre les années 1910 et 1920, va faire des mesures extrêmement les plus précises qu'elle peut faire à l'époque sur ces céphéides. Et puis, indépendamment de ça, il y a ce monsieur, Edwin Hubble, qui travaille sur ce télescope de 2,50 m au mont Wilson en Californie, qui travaille avec Milton Humason. Alors, là aussi, il y a une petite histoire qui est assez savoureuse. C'est Milton Humason, à la base, il n'était pas du tout astronome, il était muletier. Il travaillait sur les terrains de l'observatoire. Apparemment, il se plaisait beaucoup dans cet observatoire. Et à un moment donné, pour aller un peu plus loin, et puis pour rester sur l'observatoire, il est devenu astronome. Et il a travaillé avec Hubble. D'autres personnes aussi ont travaillé sur l'étude des spectres des étoiles et des galaxies. Et ces gens-là se sont rendus compte, alors il y a au moins 3-4 personnes qui ont travaillé là-dessus, ils se sont rendus compte que sur ces spectres, les raies caractéristiques des différents éléments chimiques étaient décalées vers le rouge. C'est-à-dire que normalement, le spectre, quand on observe une étoile proche, il doit ressembler à ça. Et eux, ils voyaient que ces raies étaient systématiquement décalées vers le rouge. Alors ça, ils l'ont relié à un phénomène qu'on appelle l'effet Doppler, qui dit que plus une source de rayonnement s'éloigne de nous, et plus sa longueur d'onde se décale vers le rouge.
C'est exactement le principe du radar des gendarmes sur le bord de la route qui vont envoyer une onde sur une voiture, ils vont capter l'onde qui est réfléchie, et en fonction du décalage de longueur d'onde, ils vont mesurer la vitesse du véhicule et éventuellement vous arrêter. Donc eux, ils se rendent compte qu'il y a ce phénomène-là, et Hubble, et indépendamment Georges Lemaître, mais Georges Lemaître, c'est un religieux, il était abbé. Georges Lemaître n'avait pas publié en anglais, il avait publié en français, et la traduction de son article, qui n'avait pas eu un très grand écho, n'a été faite que bien plus tard, mais en fait, il doit vraiment être associé à Hubble. Il a mis en relation le décalage vers le rouge des nébuleuses avec des mesures de céphéïdes qui donnaient les distances. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une relation entre la vitesse d'éloignement apparente des nébuleuses et leur distance. Donc, si vous voulez, on a, et ça c'était dans les années vers 1929, ils établissent une relation, donc la vitesse d'éloignement est reliée à la distance des objets, et la constante entre les deux, c'est une constante qu'on appelle la constante de Hubble, c'est une constante qui est liée à l'évolution de l'univers, mais ça, ils ne le savent pas encore. Alors ça, il faut vraiment réaliser que ça, c'est vraiment un bouleversement complet. C'est-à-dire que là, il y a même deux bouleversements. Le premier bouleversement, c'est qu'ils se rendent compte, par les mesures des céphéïdes, que la galaxie d'Andromède, par exemple, elle est très loin, elle ne peut pas être dans notre galaxie. Donc, du coup, ils découvrent qu'il y a d'autres galaxies, et ça, ils l'établissent de manière formelle. Et puis, d'autre part, ils se rendent compte que plus les objets sont loin, et plus ils s'éloignent, ils semblent s'éloigner de nous à une grande vitesse. Si les objets s'éloignent de nous, ça veut dire que l'univers n'est pas statique. Ça veut dire que l'univers est en expansion. Et à cette époque-là, c'est un bouleversement total des conceptions scientifiques de l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, on lève le nez vers le ciel, on voit bien que le ciel, il est statique, il ne bouge pas. Enfin, du moins, quand on regarde à une certaine distance, il ne bouge pas. Et là, ils se rendent compte que le ciel, il est en mouvement, et plus on regarde loin, et plus les objets semblent s'éloigner de manière rapide. Alors, au début, ils n'y croient pas. Même Hubble lui-même, il a vraiment les évidences sous les yeux, et il n'y croit pas du tout. C'est très débattu dans la communauté, et puis au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. De plus en plus de gens comprennent qu'il n'y a pas d'autre explication valable, et l'univers est en expansion. Donc là, ça c'est vraiment un tournant dans la conception de l'univers, mesure des distances, mesure du décalage vers le rouge, établissement de la loi de Hubble, liant la vitesse d'expansion à la distance des galaxies. Alors maintenant, si l'univers est en expansion, on peut s'amuser, du moins par la pensée, à arrêter le temps et puis à l'inverser. Si l'univers est en expansion et qu'on inverse le temps, eh bien, on doit voir au fur et à mesure que l'on remonte dans le passé, l'univers qui se reconcentre dans quelque chose qui est beaucoup plus petit. Donc, finalement, en découvrant l'expansion de l'univers, on a aussi une évidence pour le fait qu'il y a dû y avoir quelque chose à un moment donné où l'univers a été extrêmement concentré dans une région toute petite de l'espace. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le Big Bang. Alors, le Big Bang, c'est une appellation qui a été donnée par un astronome, Fred Hall, qui, pour se moquer des gens qui disaient que l'univers était en expansion, parce que lui, il n'y croyait pas. Donc, il parlait de ce Big Bang d'un air très dédaigneux. Alors, le Big Bang, il y a souvent une mauvaise compréhension de ce que c'est exactement. On a souvent l'impression que le Big Bang, c'est tout l'univers qui est concentré en un point, et puis qu'il y a une explosion, et que cette explosion, elle se propage. Donc, que l'origine de l'univers, ça serait un certain temps précis, et à partir d'un point précis. En fait, cette conception-là, elle est erronée.
Et pour se représenter qu'est-ce que c'est que le Big Bang, on peut faire une expérience de cuisine. D'ailleurs, on va prendre un plat, un grand plat, qui va représenter notre univers. À l'intérieur de ce plat, on va mettre de la pâte, et puis on va mettre dans cette pâte, qui est très dense, donc ça représente vraiment l'univers primordial, si vous voulez, au moment du Big Bang. Dans cette pâte, on va mettre des raisins, des fruits confits, ce que vous voulez, si vous voulez faire un cake ou quelque chose comme ça. De la levure, pour ça gonfle, vous allez mettre ça au four, et puis vous faites gonfler. Et là, vous allez voir votre cake qui petit à petit va gonfler. Alors imaginez que vous êtes à la place d'un fruit confit. Vous êtes sur ce fruit confit ici. Et puis, pendant la cuisson, pendant que le gâteau est en train de lever, vous regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que tous les autres fruits confits qui sont autour de vous, ils semblent s'éloigner de vous. D'accord? Vous voyez l'analogie par rapport à ce qu'a mesuré Hubble et Lemaitre. Et puis, vous pouvez vous imaginer que vous êtes à la place d'un autre fruit confit. Et cet autre fruit confit, il va voir exactement la même chose. Il va avoir l'impression qu'il est au centre de l'univers, au centre du gâteau, et que toutes les autres fruits confits qui sont autour de lui s'éloignent de lui. Donc là, le Big Bang, alors évidemment, c'est un petit peu plus complexe. On est dans un univers qui n'a pas de structure, qui n'a pas de patte comme ça. Mais la représentation du Big Bang qui est ici, elle est quand même plus proche que l'idée d'avoir une explosion initiale qui part d'un point précis. Donc, on a un Big Bang. Ça découle en fait du fait que l'univers était en expansion. 1915, vous voyez, là j'étais 1929, je reviens en arrière. 1915, il y a une autre avancée majeure qui se produit, c'est ce monsieur-là. Celui-là, je pense que tout le monde le connaît, je n'ai même pas écrit son nom. Donc Albert Einstein, qui établit la relativité générale. Alors la relativité générale, c'est quelque chose qui, au niveau conceptuel, est très profond. Mais en gros, l'équation fondamentale de la relativité générale que Einstein établit, ça ne tient pas sur 15 pages de cahier. C'est une équation comme celle-ci qui est très élégante et très compacte, je dirais. Et voilà. Bon, maintenant, l'interprétation, la résolution de cette équation-là et son interprétation dans un cadre cosmologique, ça c'est autre chose. C'est une autre paire de manches, c'est des choses qui sont très sophistiquées. Alors la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. Et qu'est-ce que dit cette théorie de la gravitation? Elle interprète en fait la gravitation, non pas comme étant une force qui se propagerait, on ne sait pas trop comment, mais plutôt comme étant une manifestation de la courbure de l'espace-temps sous l'effet de la masse. Donc ici, par exemple, j'ai représenté l'univers sous la forme d'une espèce de toile avec un maillage, et ici on met une planète. Et l'effet de la masse va courber l'espace, en fait l'espace-temps, autour de la planète en question. Alors, un des effets de ça, c'est que si on a une masse qui est très importante, par exemple ici le Soleil, et puis qu'on observe une étoile au moment d'une éclipse, par exemple, on va observer une étoile. On va l'avoir observée à un moment donné, et puis on va l'observer quand elle passe très près du Soleil, et en fait on va se rendre compte que la position apparente de l'étoile, on a l'impression qu'elle s'est déplacée. Et ça c'est simplement parce que les rayons lumineux qui nous parviennent de l'étoile ne se sont pas propagés en ligne droite, mais ont suivi la déformation de l'espace-temps liée au Soleil. Et ça a été très bien mesuré. Alors une preuve, si vous voulez, de l'existence de ce type de ce phénomène-là, si vous regardez ici, c'est un amas de galaxies, vous voyez, il y a tout un ensemble de galaxies, il va y avoir une concentration de masse absolument colossale, et si vous regardez les galaxies qui sont en arrière-plan, eh bien ces galaxies, vous voyez, elles sont complètement déformées sous la forme d'arcs. Et cette déformation des galaxies qui sont en arrière-plan, c'est la manifestation directe du fait que l'espace a été déformé au voisinage de la masse, là où il y a cette concentration de galaxies. Ça, c'est une vraie image, ce n'est pas une simulation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit avec nos télescopes. Autre avancée majeure,
Alors, j'ai un petit faible pour ce monsieur-là. Alors, je ne devrais pas avoir un faible parce que c'était une personne qui était assez épouvantable dans la vie, mais je vais dire, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant par sa façon sa façon de penser et par je dirais, le fait de se débrouiller pour mesurer des choses extrêmement complexes avec le peu de moyens qu'il avait à l'époque. Donc Fritz Zwicky, on est en 1933. Donc 1933, on est quelques années après la découverte de l'expansion de l'univers. Là, les choses, en fait, s'accélèrent. Alors Fritz Zwicky, il regarde des amas de galaxies. Ici, c'est un amas de galaxies qui s'appelle Coma, dans la chevelure de Bérénice. C'est un amas de galaxies qui est relativement proche, où il y a beaucoup de galaxies, il y a plusieurs milliers de galaxies. On peut les observer assez facilement avec les moyens de l'époque. Ça, c'est une image qui a été faite par un astronome amateur, entre parenthèses. Donc, vous voyez, c'est vraiment très... je veux dire, c'est des images qui sont très, très chouettes à observer en astronomie. Donc, Fritz Zwicky, il regarde ces amas-là, puis il se dit, comment je pourrais faire pour mesurer la masse de cet amas? Alors, il se dit, la première chose que je peux faire, je vais regarder la luminosité de ces amas. Je vais dire que, en gros, grosso modo, les galaxies, elles ont toutes à peu près la même luminosité. Donc, si je mesure, et puis cette luminosité-là, elle est liée au nombre d'étoiles qu'il y a à l'intérieur. Je connais grossièrement la masse d'une étoile. Donc, en mettant ça tous ensemble, à partir de la luminosité des galaxies, je vais avoir une estimation de la masse. Donc, bon, c'est très cru hein, comme méthode, mais bon, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et donc, il fait une première mesure en disant, voilà, la masse visible de mon amas de galaxies, c'est tant de masse solaire. Et puis, il a accès également à des mesures de spectroscopie sur les différentes galaxies qui composent l'amas. Et là, il va utiliser un théorème qui est connu à l'époque, ça s'appelle le théorème du viriel, mais peu importe, qui va relier la masse en fait, de l'amas de galaxies à la vitesse de déplacement des galaxies à l'intérieur de l'amas. Donc ça, ces vitesses de déplacement, il peut les mesurer avec une précision qui est suffisante pour faire cette mesure-là. Et à partir de là, donc à partir de la dynamique des galaxies à l'intérieur de l'amas, il est capable d'estimer, de faire une mesure de la masse dynamique de l'amas. Et il compare les deux. Il compare la masse dynamique de l'amas à la masse visible de l'amas. Et il se rend compte que ça ne colle pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Je crois que c'est des facteurs 4 ou 500 de différence. Et donc, il dit, dans son article de 1933, il dit il doit y avoir une fraction très importante de la masse qui est comprise dans une matière qui ne rayonne pas, qu'on va appeler, il va pour la première fois parler de matière noire. Alors, quand il publie cet article-là en 1933, c'est même pas le sujet principal de son article, hein. C'est quasiment une annexe. Il dit oui, au fait, j'ai fait ça, et puis je me rends compte qu'il y a un problème, et la masse dynamique est très différente de la masse lumineuse. Quand il publie ça, quand il présente ses résultats, personne ne le croit. Bon, parce que c'est trop bizarre, et puis en plus, le gars, il est quand même vraiment étrange. Alors déjà, il a des idées qui sont assez bizarres par moment. Par exemple, il avait eu l'idée, il s'était dit, pour le voyage dans l'espace, pas de problème, on va déplacer tout le système solaire à coup d'explosion thermonucléaire. Alors évidemment, avec ce genre de position-là, surtout que bien affirmé, les gens le prennent un peu pour un farfelu. En plus, il a un caractère épouvantable, il ne s'entend pas avec ses collègues, et il est célèbre pour avoir qualifié ses collègues de spherical bastard. Donc on pourrait traduire ça par des bâtards sphériques ou, si vous voulez, des crétins sphériques. Et pourquoi c'est sphérique? C'est parce qu'ils sont bâtards, quel que soit l'angle sous lequel on les regarde. Donc vous voyez qu'avec ce type de comportement, en fait, finalement, il n'est pas vraiment cru.
Il va falloir attendre 1970 avec cette dame. Elle a mesuré les courbes de rotation des galaxies spirales. Donc elle va mesurer la vitesse de rotation de certains composants de galaxies spirales en fonction de leur distance par rapport au centre de la galaxie. Et elle va tracer ça, donc la vitesse de rotation en fonction de la distance. Normalement, si la masse était uniquement contenue dans les objets lumineux de la galaxie, elle aurait dû observer une courbe qui est cette allure-là. Et en fait, qu'est-ce qu'elle observe? Elle observe ça. Vous voyez, ce n'est pas un petit effet de rien du tout, c'est un truc qui est complètement différent. Et pour expliquer ça, pour expliquer ces vitesses de rotation qui sont bien plus grandes que ce que l'on attend en périphérie des galaxies, eh bien, on est obligé de faire une hypothèse, l'hypothèse d'un halo de matière invisible qui entourerait les galaxies, et en fait que l'essentiel de la masse des galaxies soit contenu à l'intérieur de ce halo. Et ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on établit cette hypothèse très forte actuellement en cosmologie, qui est la matière noire. Alors, après, les choses vont se calmer un petit peu au niveau, toutes ces mesures vont s'affiner, mais les grands bouleversements, ça date dans des années 70 avec la matière noire. Pour aller plus loin, il faudrait mesurer l'univers à plus grande échelle. Donc il faudrait trouver une chandelle standard qui permette qu'il soit beaucoup plus intense, de manière à pouvoir mesurer des distances plus grandes. Alors ça c'est possible en utilisant les supernovas. Donc ici, vous avez un petit schéma, je vais vous démarrer une animation qui va vous montrer dans cette galaxie une étoile qui tout d'un coup explose, devient extrêmement brillante, et au fur et à mesure de son évolution, on va voir sa luminosité qui augmente et le spectre, donc sa composition lumineuse qui évolue au cours du temps. Voilà, donc vous voyez l'étoile qui s'allume ici, et au bout de quelques semaines, mois, etc., elle diminue et le spectre va varier en même temps. Donc, il y a sur ces supernovas, donc ce qu'on appelle des supernovas, ces étoiles qui explosent, on appelle ça des supernovas, il y a un certain type de supernova bien particulier qu'on est capable de reconnaître en analysant son spectre, dont on pense bien connaître les mécanismes physiques qui provoquent son explosion. Et en connaissant bien ces mécanismes physiques, on est capable de remonter, de retrouver sa luminosité absolue. Donc là, toujours pareil, chandelle standard, luminosité absolue, on mesure la quantité de lumière qu'on observe sur Terre et on a une mesure de distance. Par ailleurs, avec le décalage vers le rouge, donc avec le spectre qui est décalé vers le rouge, on a une mesure de l'expansion de l'univers, la vitesse d'expansion de l'univers, si vous voulez. Donc on a la distance et une quantité qui est reliée à l'expansion de l'univers. Et quand on met les deux côte à côte, on peut retracer l'histoire de l'expansion de l'univers. Et là, en 1998, les gens s'attendaient à ce que l'expansion de l'univers tende à se ralentir, et en fait, ils observent tout à fait l'inverse. Donc en 1998, ils se rendent compte que l'expansion de l'univers s'accélère depuis environ 5 milliards d'années. Voilà, c'est un nouveau grand bouleversement dans nos conceptions de la cosmologie. Et pour expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers, on est obligé de faire appel à une nouvelle notion qu'on va appeler ici énergie noire. Donc pourquoi noire? Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et qui serait responsable de cette accélération. Donc là, vous réalisez qu'on n'est quand même pas super bien au niveau de nos connaissances physiques. C'est-à-dire qu'on a un univers dans lequel on a quand même deux composants majeurs liés à la masse. Donc la matière noire, qu'on devrait appeler matière invisible, une matière qu'on ne voit pas et on ne sait pas ce que c'est, mais elle interagit gravitationnellement, elle est massive. Et un autre composant qui n'est même pas de la matière, c'est une espèce de forme d'énergie qui fait que l'univers accélère. Alors je reviens en arrière, encore une fois, une autre petite touche de peinture dans notre tableau. 1963, ces deux messieurs, Penzias et Wilson, ont été embauchés par les laboratoires Bell
Et Bell leur a donné une antenne. C'est le truc bizarre, l'espèce de cornet là, bizarre qui est derrière eux. Leur a passé une antenne et leur a dit, bon bah voilà, vous file l'antenne et voyez ce que vous pouvez en faire au niveau de astrophysique. Donc bah, ils se servent de l'antenne, ils la pointent vers le ciel et ils observent une espèce de bruit de fond qui captent avec cette antenne et ne comprennent pas d'où ça vient. Donc, leur première conclusion, c'est de se dire, bah, voilà, on a un problème avec cette antenne, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, on a des parasites, il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Donc, ils cherchent, ils n'arrivent pas, et puis ils tournent l'antenne dans tous les sens, ils ont toujours les mêmes parasites, les mêmes caractéristiques. Ils sont complètement désespérés. À un moment donné, ils en sont à un point où ils se sont rendus compte qu'il y avait des pigeons qui nichaient dans l'antenne. Et ils se sont demandé si par hasard, est-ce que les fientes de pigeons ne pourraient pas modifier quelque chose, enfin, etc. Et donc, du coup, bah, ils nettoient l'antenne, ils dégomment les pigeons, ils recommencent leur mesure, évidemment, ils ont toujours le même problème. Et là, l'histoire est assez savoureuse parce qu'elle montre bien un peu comment fonctionne la science et le fait qu'on a finalement besoin d'avoir les informations des autres. Donc, j'imagine que ça a dû se passer de cette manière-là. Ils en parlent un peu des discussions de cafétéria, des discussions de cantine. Ils ont vraiment de problèmes, ils se demandent ce qui se passe. Et puis, il y a quelqu'un qui leur dit « Ah ouais, mais j'ai entendu parler il y a quelqu'un qui est venu faire un séminaire et qui a dit que s'il y avait un Big Bang, il devait y avoir un rayonnement qui relique de ce Big Bang et qui devrait être présent partout dans l'univers et de manière quasiment isotrope. » Alors là, ils se disent « Ah, Eureka !» Ils disent voilà la source de notre bruit de fond. En fait, ce n'est pas un bruit de fond, ce n'est pas des parasites, c'est l'univers qui nous envoie une information, en fait, c'est un rayonnement de la part de l'univers. Et donc, James Peebles, qui avait fait les calculs à l'époque, et qui lui-même cherchait à mesurer ce rayonnement qu'il avait prédit, il se rend compte qu'il a été doublé. Et finalement, c'est Penzias et Wilson qui font cette découverte. Alors, ce rayonnement, qu'est-ce que c'est ? On imagine on est très peu de temps après le Big Bang, donc l'univers est extrêmement dense et extrêmement chaud. Il est composé d'une espèce de soupe de particules. Ces particules interagissent entre elles. Ça émet du rayonnement, je vais parler de rayonnement, de lumière, tout ça, c'est des mots différents pour parler de choses similaires. Et ce rayonnement, il est émis au cours des interactions entre les particules, mais le milieu est tellement dense et chaud qu'il est instantanément réabsorbé. Donc vous pouvez vous imaginer l'univers à cette époque-là comme une espèce de soupe de particules et qui est complètement noir, parce que le rayonnement, dès qu'il est émis, il est complètement réabsorbé. Donc il n'y a pas d'émission de lumière. Et puis l'univers continue son expansion, et au fur et à mesure de son expansion, il se refroidit. Donc il devient moins dense et moins chaud. Et 380 000 ans après le Big Bang, partout dans l'univers à la fois, l'univers est devenu suffisamment froid et peu dense pour que le rayonnement, donc la lumière, puisse se propager. Donc 380 000 ans après le Big Bang, on a une émission, la première émission de lumière de l'univers, le premier rayonnement électromagnétique de l'univers est émis et se propage partout. Et bien, ce rayonnement relique, il se propage, il se décale vers le rouge, c'est-à-dire que sa longueur d'onde change au fur et à mesure qu'il se propage dans l'univers, et ce rayonnement continue de le capter en ce moment. Alors, ce rayonnement, il correspond à on peut le traduire en termes de température, il correspond à une température, si vous voulez, la température minimale de l'univers vide, si vous voulez, et on peut la mesurer. Et cette température, elle a été mesurée avec une très grande précision par plusieurs missions spatiales, notamment la dernière, le satellite Planck, qui en a fait une mesure, et se sont rendus compte que d'une part, cette émission, elle est extrêmement homogène, mais il y a des petites variations. Donc ici, si vous voulez, c'est une représentation de l'univers, un peu sous la forme d'une map monde. Un peu comme on voyait dans les salles de classe quand j'étais petit, vous aviez une représentation de la Terre sur un plan, et bien là, c'est une représentation de l'univers qui est projetée sur un plan. Et
donc, cette température, elle est très très homogène, avec des toutes petites fluctuations de l'ordre de 1 pour 100 000. Donc là, les parties bleues sont 1 100 millième plus froides que la moyenne, et les parties rouges ici sont 1 100 millième plus chaudes que la moyenne. Mais ça, c'est extrêmement important, parce qu'à partir de la distribution de ces petites inhomogénéités dans la température de l'univers, ces inhomogénéités vont correspondre à des petites différences de densité également dans l'univers. Et ici, vous avez les graines qui vont donner naissance plus tard aux amas, aux grandes structures de galaxies à l'intérieur de l'univers. Donc là, vous avez, si vous voulez, une carte de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang, avec ces petites fluctuations de densité. Quand on fait une analyse, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long, quand on fait une analyse de ces petites fluctuations qui sont ici, on peut en déduire un certain nombre de choses. Bon, d'une part, que l'univers, on peut en déduire l'âge de l'univers, quasiment 14 milliards d'années, et on peut en déduire également la composition en termes d'énergie de l'univers. Et quand on fait ça, on se rend compte que l'univers est composé de 5% de matière ordinaire. Ça, c'est la matière qui nous entoure, la matière de ce bureau, etc. Tout ça, c'est seulement 5% de l'univers. 25%, donc un quart, c'est la matière noire. Donc cette matière qui a été découverte par Fritz Zwicky, Vera Rubin et bien d'autres. Et les 70% restants, c'est de l'énergie noire. Donc vous voyez, là on a l'illustration en chiffres de l'ampleur du problème qu'on a. C'est-à-dire que dans l'univers, on a 5% que l'on comprend, c'est la matière qui nous entoure, et le restant, les 95% restants, c'est constitué de choses que on en voit les effets, mais on ne sait pas les caractériser. C'est le moment de faire le bilan de ce qu'on a appris jusqu'à présent sur l'histoire de l'univers et les différentes découvertes qui ont été faites. Bon, la physique que l'univers est en expansion, ça c'est les mesures de Hubble et collaborateurs. On inverse l'expansion, on se rend compte donc, que la physique qu'on connaît commence avec un Big Bang, c'est-à-dire que l'univers était extrêmement dense et chaud, et l'univers visible était très concentré dans une petite région de l'espace. Peu après le Big Bang, l'univers est passé par une phase d'expansion extrêmement rapide, ça je ne me suis pas étendu là-dessus, c'est quelque chose que l'on déduit de la carte précédente, des cartes de température précédentes. Donc c'est une période qu'on a appelée inflation cosmique, si vous voulez, l'univers augmente dans des proportions totalement hallucinantes pendant une microfraction de seconde. 380 000 ans après le Big Bang, la matière et les rayonnements se découplent, et on a la première lumière, le premier rayonnement de l'univers, ça c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, dont on est capable de faire des cartes, et à partir de ces cartes de faire tout un tas de mesures, notamment sur la composition de l'univers. La matière visible ne représente qu'une petite fraction du contenu de l'univers, le restant c'est de la matière noire, et en fait ce qui domine vraiment complètement l'univers, c'est la matière noire. La gravitation est une manifestation de la courbure de l'espace-temps sous l'effet de la masse. Alors ça, c'est très important. Ça, c'est la relativité générale qui va nous dire ça et qui nous fournit une théorie de la gravitation. Actuellement, on n'a pas mieux que ça. Et puis, dernière découverte, qui date un peu avant l'an 2000. Depuis 5 milliards d'années, le taux d'expansion, la vitesse d'expansion de l'univers augmente. Et ça, pour expliquer ça, il faut faire intervenir un nouveau composant dans l'univers qu'on appelle l'énergie noire. Alors on peut se représenter ça sous une autre forme, plus graphique peut-être. Donc on a notre Big Bang ici. Alors ça, j'aime pas trop cette représentation-là finalement, parce qu'on a l'impression que ça part d'un point, mais en fait on pourrait très bien imaginer, on peut très bien avoir un Big Bang dans un univers infini, ça pose pas de problème. Le tout, c'est que l'univers soit suffisamment dense et chaud pour que ça corresponde aux conditions initiales du Big Bang. Donc on a l'évolution avec une période d'inflation. Donc vous voyez l'univers qui gonfle dans des proportions hallucinantes pendant une fraction de seconde. Ensuite, l'univers commence à se refroidir et à se diluer. 380 000 ans après le Big Bang, on a émission du fond diffus cosmologique, cette première lumière de l'univers. Après, on va dire, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle les âges sombres.
C'est-à-dire que ces premières lumières se propagent, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Mais par contre, toute la gravitation est à l'œuvre, et la matière commence à se structurer, c'est-à-dire les petites fluctuations qui correspondaient, qu'on voyait ici dans le fond diffus cosmologique. Ces petites fluctuations, c'est des graines qui vont servir de point de départ pour les grandes structures de l'univers, qui vont se former, qui vont commencer à se structurer pendant cette période-là, jusqu'au moment où on a des concentrations de masse, essentiellement de matière noire d'ailleurs, qui sont suffisantes pour allumer les premières étoiles et la formation des premières galaxies. Et ensuite, l'univers, il continue de se structurer, il se dilue de plus en plus. Alors, il continue de se structurer, les galaxies se forment, évoluent, rentrent en interaction les unes avec les autres, etc., pendant des milliards d'années. Et puis, il y a environ 5 milliards d'années, eh bien, l'accélération de l'expansion de l'univers reprend, c'est-à-dire que l'univers réaccélère, et puis on arrive à nous à quasiment 14 milliards d'années plus tard. Donc ça, si vous voulez, en une image, c'est l'histoire de l'univers, et on est capable, bien qu'on ne comprenne pas exactement ce que c'est que la matière noire et l'énergie noire, on est capable de mettre tout ça en équation, on est capable de construire un modèle, ce qu'on appelle le modèle cosmologique standard, qui explique comment l'univers a évolué. Alors après, maintenant on est quand même dans une situation embêtante avec cette matière noire, cette énergie noire. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que cette matière noire et qu'est-ce que c'est que cette énergie noire. Ou alors, si vraiment on n'arrive pas à comprendre, on peut se poser aussi des questions sur la validité des modèles et des hypothèses qu'on a faites. Et donc, s'il n'y a pas de matière noire et d'énergie noire, ou qu'il n'y a pas une de ces deux composantes, eh bien, il faut trouver des modèles alternatifs. Bon, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur des petites déviations par rapport à la relativité générale, de modèles ce qu'on appelle de gravitation modifiée, qui pourraient peut-être expliquer pourquoi on a ce comportement que l'on observe, sans avoir besoin de faire intervenir la matière noire, et éventuellement sans avoir à faire intervenir l'énergie noire. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas super bien. Pour l'instant, ces modèles d'énergie noire et de matière noire restent très solides. Alors, la matière noire elle-même va peut-être être mise en évidence et caractérisée expérimentalement. On la cherche sur les accélérateurs de particules, par exemple au LHC, le Large Hadron Collider au CERN à Genève. Dans des grandes expériences, on cherche à voir si on pourrait créer des particules de matière noire, puisque ça doit être sous forme, si c'est de la matière, elle doit être sous forme de particules, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas créer des particules de matière noire. On se met aussi dans des souterrains, par exemple dans le tunnel du Grand Sasso en Italie ou dans le tunnel du Fréjus à la frontière franco-italienne, pour se mettre à l'abri de tout rayonnement, de toute radioactivité, et essayer de voir si par hasard des particules de matière noire qui doivent être partout, qui doivent même être dans le souterrain du tunnel de Modane, si ces particules, on ne pourrait pas les détecter par une petite interaction qu'elles auraient quand même avec la matière ordinaire. Par exemple, si une particule de matière noire pouvait taper dans un noyau d'atome, est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer le recul de ce noyau d'atome? Vous voyez, on est vraiment dans la physique d'extrême précision. Et puis on cherche aussi à voir si on ne pourrait pas la mettre en évidence, cette matière noire, par des effets indirects en observant l'univers. Donc on cherche, et pour l'instant on n'a rien trouvé. Alors pour l'énergie noire, on pense que la clé, pour la comprendre, se trouve dans des mesures globales de l'univers, donc des mesures sur l'univers à très grande échelle. Donc si vous voulez, c'est un peu l'étape d'après, c'est-à-dire on a observé l'univers, on a avancé avec les céphéides, avec un premier type de chandelle standard. Ensuite, il y a eu les supernovas qui nous ont permis de sonder l'univers encore un peu plus lointain. Bien, maintenant, on veut passer vraiment à l'échelle globale de l'univers et faire des mesures très précises là-dedans. Et pour ça, on a besoin de faire ce qu'on appelle des grands relevés cosmologiques, où on va mesurer avec précision la position des galaxies, leur forme, etc., et voir comment tout ça a évolué, en se rappelant bien que plus on regarde dans le passé, plus on regarde loin dans l'univers, et plus on voit l'univers tel qu'il était dans le passé. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, schématiquement, c'est de regarder très très loin dans l'univers. Donc très loin dans l'univers, on va voir un univers qui est quasi homogène, et puis on va regarder un peu plus près dans l'univers, donc un univers un peu plus récent, il va être un peu plus structuré, et puis encore un peu plus près, il va être encore un peu plus structuré, et puis l'univers actuel, l'univers tout proche de nous, il est structuré comme ça.
Donc on va essayer, bon, on ne va pas voir des choses aussi évidentes que sur ces graphiques-là, hein, ces graphiques qui représentent la distribution de la matière dans l'univers. On ne va pas voir des choses aussi évidentes, mais on va essayer de se rapprocher de ça et de faire des mesures qui nous permettent de comprendre ça. Alors, vous l'avez vu ici, ça c'était, je l'ai montré au début de mon exposé, ça c'était une image qui représente cette toile cosmique avec la distribution sous forme de filaments de la matière dans l'univers. Bah, ça c'est une simulation qui est faite à partir des théories astrophysique. Maintenant, ça a été partiellement observé avec ce télescope qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey. C'est un télescope de 2,50 m avec une caméra de 125 millions de pixels et un spectrographe, et qui a permis, en mesurant la position des galaxies, de mettre en évidence, de voir cette espèce de toile cosmique. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on commence à voir. Mais ça, c'est vraiment que quelques millions de galaxies qui ont été mesurées entre 2009 et 2014. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, il faut vraiment qu'on mesure à des échelles encore beaucoup plus grandes. Donc, un autre projet, celui sur lequel je travaille, ça s'appelle l'Observatoire Rubin. C'est un grand télescope avec un miroir de 8,40 m de diamètre. Une caméra, là on est passé de 125 millions de pixels à 3,2 milliards de pixels. Donc on est vraiment à des échelles absolument gigantesques au niveau de la taille de l'imageur. Un champ de vue qui est colossal, c'est-à-dire qu'à chaque image du ciel, à chaque pointée du télescope, on va capturer une image qui correspond à 40 fois la dimension de la pleine Lune. Et on va faire ça, on va faire une photo toutes les 40 secondes, chaque nuit, pendant 10 ans, en déplaçant le télescope, évidemment. Hein. Toutes les 3 nuits, on va revenir sur la même zone. Et donc, pendant toute cette période-là, on va photographier 20 milliards de galaxies et en mesurer précisément, c'est-à-dire avoir la position, la forme et la couleur de 3 milliards de galaxies parfaitement mesurées. Donc là, vous voyez, on va passer à une autre échelle. On était de l'ordre de quelques centaines de millions de galaxies avec les relevés précédents. Là, on passe à des milliards. Et donc, on va essayer de cartographier l'univers en 3 dimensions. Et également, on va être capable, comme on va observer le ciel avec une cadence extrêmement rapide, de détecter tout ce qui change d'une nuit à l'autre dans l'univers. Donc ça va, normalement, ça devrait vraiment complètement bouleverser notre conception de l'univers et nous aider à comprendre, à avoir des informations sur ce que c'est cette énergie noire. Alors, une vision du ça c'est le télescope qui est en cours de construction au Chili. Alors ça, c'est une image de l'année dernière, mais malheureusement, en raison de la situation de la pandémie mondiale, ça n'a pas beaucoup avancé. Là, c'est en train de reprendre doucement. Ça, c'est la caméra, l'appareil photographique qui est en cours de construction. Et ici, vous avez le miroir qui est en cours de polissage, miroir de 8,40 m de diamètre. Je ne sais pas si vous représentez 8,40 m, mais c'est vraiment une surface collectrice absolument colossale. Et ici, c'est une des lentilles de correction qui va être placée devant la caméra pour améliorer le système optique. Donc c'est vraiment un très gros instrument. Il y a 300 tonnes, je crois, de télescopes qui peuvent se déplacer extrêmement vite d'un point à un autre du ciel. Un autre projet, ça c'est le pendant alors j'appelle ça LSST, en fait c'est Rubin, mais il a changé de nom l'année dernière, il faut que je mette à jour la conférence. Le projet Euclid, ça c'est un télescope qui lui est dans l'espace. Il est plus petit, il a un miroir qui fait seulement 1,20 m, mais comme il est dans l'espace, il n'est pas gêné par l'atmosphère, donc ça lui permet d'avoir des images plus précises et surtout d'être capable de mesurer l'univers dans l'infrarouge lointain, ce qu'on ne peut pas faire sur Terre à cause de l'absorption par l'atmosphère. Lui, il est prévu pour un lancement en 2022 pour une mission de 6 ans, et les deux, Rubin LSST et Euclid, sont vraiment complémentaires pour faire ces très grands relevés à grande échelle de l'univers. Donc j'en arrive à la fin. Ça, c'est une image qui a été prise encore par un autre télescope, c'est le télescope Subaru avec un appareil photographique, une caméra qui s'appelle Hyper Supreme Cam. Et
Ça représente une toute petite région du ciel, une région vraiment, vraiment minuscule du ciel. Je pense que c'est moins de 1 degré de rayon angulaire. Et vous voyez que ça fourmille littéralement de sources lumineuses. Tous les points que vous voyez ici, ce ne sont pas des étoiles. Il y en a quelques étoiles, hein, c'est les trucs là, ici, comme ça, qui saturent le détecteur. Tout le restant, ici, ce sont des galaxies. Ça fourmille littéralement de galaxies. Donc, ça, c'est une image dans une toute petite région du ciel. Eh bien, avec les grands relevés que l'on est en train d'entreprendre, Euclide, Rubin, eh bien, on va être capable d'avoir cette qualité d'image pour l'ensemble du ciel, tel qu'il sera visible depuis le Chili pour Rubin. Donc on va vraiment, vous voyez, avoir une cartographie très précise et je pense aussi très, très jolie. Il y aura toute une partie de ces images qui sera mise à disposition du public sur les différentes galaxies, sur toutes ces galaxies, toute cette collection de galaxies dans l'univers. Voilà, je vous remercie de votre attention.